parti pour la creepy story. Donc, nous sommes le 17 avril 2013. Comme je vous l'expliquais, ça ne remonte pas si loin que ça. Et on est près de la frontière belge. Oula, je commence déjà à bégayer. Près de la frontière belge, dans un village des Ardennes qui s'appelle Blagny. Vous connaissez pas. Moi, je connais pas. Madison, une jeune femme, va recevoir un appel des parents de sa meilleure amie. Sa meilleure amie s'appelle Anaïs Guillaume. Et en fait, ses parents vont la contacter et lui demander si elle a des nouvelles justement de leur fille, parce qu'ils en ont pas depuis la veille. Elle a découché, mais elle ne les a pas prévenus, ce qui ne lui ressemble pas, et elle ne répond pas à son téléphone quand on essaye de la joindre. Sa meilleure amie, du coup, Madison, va répondre que bah non, elle n'a pas de nouvelles. Les dernières nouvelles qu'elle a eues, c'était la veille. Sa meilleure amie, du coup, Anaïs, devait la rappeler plus ou moins aujourd'hui, mais ne l'a jamais rappelée. Donc pareil, elle va tenter de la joindre, mais pareil, ça reste sans réponse. Ce qu'on sait à ce moment-là, c'est que Anaïs, en fait, a quitté le domicile de ses parents pour se rendre à une soirée, plus ou moins, entre amis. Mais elle devait rentrer chez ses parents. Il n'était pas question qu'elle dorme ailleurs, elle devait rentrer après avoir bu des verres avec ses amis. Donc elle s'y est rendue seule en voiture, donc avec sa propre voiture. Et le problème, c'est que le lendemain de cette soirée, toujours pas de nouvelles. Avant de prévenir la police, la mère de la disparue et sa meilleure amie vont quand même décider de faire un peu le tour du pâté de maison, de regarder les endroits où elle aurait pu se rendre, où elle avait l'habitude d'aller, peut-être pour se promener, se vider la tête ou quoi que ce soit, mais pareil, ça donne rien. Donc la première hypothèse qui va venir dans la tête de cette maman et de Madison, c'est peut-être qu'elle a eu un accident de voiture et qu'elle est coincée quelque part, peut-être qu'elle a plus de batterie, donc on peut pas la joindre, elle peut pas nous prévenir non plus. Parce que voilà, là le fait qu'il n'y ait pas la voiture, c'est quand même troublant. 48 heures après, du coup les parents décident de se rendre quand même à la gendarmerie et donc de signaler la disparition d'Anaïs. Mais le problème, c'est que Anaïs, elle est majeure. Et donc je pense que vous le savez comme moi, même en 2013, si t'es majeur, tu as le droit de disparaître du jour au lendemain sans tenir au courant personne. Tu as le droit de partir refaire ta vie sans tenir au courant qui que ce soit. Donc les gendarmes disent « Ne vous inquiétez pas, elle va sûrement revenir. » Bien sûr. Évidemment. Que ce soit l'entourage familial ou amical d'Anaïs, tout le monde sait que elle ne serait jamais partie du jour au lendemain comme ça, qu'elle avait aucune raison de partir du jour au lendemain, et que ça ne lui ressemble pas du tout. Mais pour l'instant, les gendarmes ne lancent aucune recherche. Donc qui est Anaïs? Donc Anaïs Guillaume, c'est une jeune femme qui a 21 ans. Et c'est une femme qui va être décrite par son entourage comme quelqu'un de très joyeux, de très active, qui croque la vie à pleines dents, qui profite de la vie, voilà, vraiment une jeune femme très agréable, très solaire, et sur qui on peut compter. Et à côté, elle a une passion, en plus de voir beaucoup ses amis, sa famille, etc. Elle fait de l'équitation, et elle possède 2 chevaux à elle, qu'elle entraîne régulièrement, et auquel elle tient beaucoup. Donc pareil, pourquoi elle serait partie du jour au lendemain? Elle aurait abandonné ses amis, sa famille, ses chevaux, enfin ça n'a ni queue ni tête. Elle avait même pour projet de participer du coup en 2014, donc l'année d'après, aux Jeux équestres mondiaux. Donc pareil, pourquoi si elle a ce projet-là, elle partirait comme ça sans prévenir du jour au lendemain? Bon. À côté de tout ça, elle est passionnée des animaux et donc elle travaille en tant qu'apprentie dans une ferme. Donc en tant qu'apprentie agricultrice, donc elle s'occupe des animaux, de la ferme en général, et c'est un métier apparemment qui la passionne, et c'est une femme qui a
qui a un fort caractère et qui est assez forte aussi physiquement. C'est-à-dire qu'elle fait quand même un métier qui est assez physique. Elle doit porter des sacs lourds, elle doit traire des vaches, des choses comme ça. C'est des choses qui sont quand même parfois un peu difficiles pour une femme. Et pourtant, elle le fait avec grand plaisir. Et des personnes qui travaillent avec elle diront que vraiment, elle ne rechignait pas au travail et elle adorait même ça, quoi. La petite ombre au tableau, qui n'en est pas vraiment une, mais qui peut en être une quand même, c'est que depuis plus d'un an, à peu près, elle entretient une relation avec le patron de la ferme où elle travaille. Enfin, le propriétaire et donc son patron par la même occasion. Qui s'appelle Philippe Gillet. Il a 40 ans et en fait, il a 2 filles. Et en fait, il est veuf. Voilà. Elle est vraiment très amoureuse. Lui, apparemment aussi. Ils ont beaucoup de points en commun, notamment tout ce qui touche à la ferme, les animaux, etc. Donc là, au premier abord, c'est quand même un couple qui se complète bien, malgré quand même une sacrée différence d'âge, faut le dire. Les 2 filles de Philippe vont quand même avoir du mal au départ à accepter cette relation, parce que forcément, c'est une femme qui a quand même 20 ans de moins que lui, qui a plus ou moins un peu le même âge que ses filles, donc difficile à accepter, mais une de ses filles dira que, voyant son père heureux, et que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu comme ça, elle s'est dit que après tout, elle avait tout intérêt à penser à son bonheur et donc d'accepter cette relation, même si elle n'était pas forcément très fan au départ. Les parents d'Anaïs vont contacter ce Philippe parce qu'ils sont au courant de cette relation et donc ils se disent que peut-être il en sait un peu plus et que peut-être il a des nouvelles. Donc ils vont le contacter et Philippe va dire que lui non plus. Il a plus de nouvelles depuis la veille et que concrètement il sait pas où elle est. Vu que les gendarmes ne voulaient toujours pas lancer une enquête du fait qu'elle était majeure, etc., les parents vont décider de contacter des médias pour les avertir de la disparition de leur fille. Puisque généralement, quand c'est comme ça, les médias mettent ça en avant. Et donc là, les gendarmes se disent « Ok, il faut peut-être qu'on prenne ça au sérieux parce que si c'est pas le cas et que la personne a vraiment disparu, qu'elle a pas fugué, on va être dans la merde. » Donc là, généralement, ça lance un peu l'enquête derrière. Plus ou moins dans la foulée, un promeneur qui se trouve en Belgique, donc dans la ville de Florenville, si je la prononce bien. Donc c'est à quelques kilomètres de la frontière française en fait. Il va découvrir une carcasse de voiture brûlée en plein milieu d'une forêt. Donc forcément, il va appeler la police pour qu'ils viennent constater ça. Et en fait, les gendarmes vont communiquer entre eux, entre Belges et Français. Et du coup, ils vont faire le lien avec cette affaire de disparition et notamment le fait qu'on n'ait pas retrouvé la voiture d'Anaïs. Et donc, ils vont vérifier via le numéro de série du châssis, si je dis pas de bêtises, si c'est bien sa voiture. Et ça va être confirmé, ce sera bien sa voiture. Pourquoi ils ont fait comme ça? Parce que les plaques de cette voiture ont été volontairement arrachées et n'ont pas été retrouvées près de la voiture. Donc c'est quand même signe que quelqu'un voulait empêcher les enquêteurs de découvrir à qui était cette voiture, ou en tout cas de ralentir l'enquête. Donc là, on se dit, ok, c'est peut-être plus une histoire d'accident, mais est-ce qu'elle n'aurait pas peut-être rencontré une mauvaise personne? Mauvais moment, mauvaise personne, tu te fais malheureusement agresser, et voilà. Et ce qui va pousser les enquêteurs à partir justement sur cette piste-là, c'est que le siège de la voiture, au lieu d'être, on va dire, positionné normalement, le siège conducteur, il est reculé au maximum. Ce qui correspond pas du tout à Anaïs, pour la simple et bonne raison qu'Anaïs fait 1m65, et que concrètement, avec la position du siège actuellement, elle ne pourrait pas conduire, elle n'atteindrait pas les pédales. Clairement. Donc ça prouve quand même que c'est bizarre. Pourquoi son siège aurait été autant reculé si c'était elle qui conduisait? Donc soit c'est elle qui a reculé son siège, mais pourquoi? Soit ce n'était pas elle qui conduisait. Donc une enquête pour disparition va être ouverte. Enfin, il n'est jamais trop tard. Et les enquêteurs vont essayer de gagner du temps. Parce qu'ils ont déjà perdu pas mal. Et ils vont décider d'interroger tout de suite Philippe Gillet. Donc le patron et copain
d'Anaïs. Ce qu'il va raconter, c'est que le 16 avril au soir, ils se sont rejoints car ils allaient à une soirée d'amis en commun. Des amis qui connaissaient et Philippe et Anaïs. Donc eux, ils se sont retrouvés à cette soirée ensemble. La soirée s'est bien passée. La soirée se termine. Et au lieu de rentrer chez elle, Anaïs décide de rentrer avec Philippe pour dormir chez lui. Donc, ils vont se diriger vers la ferme, chacun dans leur voiture. Lui la sienne, elle la sienne. Selon ses dires toujours, ils auraient eu une relation. Je vous passe les détails. Et seraient partis dormir. Et là, quelques heures plus tard, il se serait réveillé tout seul dans son lit. Donc il se serait réveillé et Anaïs serait partie en plein milieu de la nuit. Bon. Philippe dira que ça ne l'a pas vraiment surpris, puisqu'apparemment ça pouvait lui arriver de faire ça. Bon, de partir en plein milieu de la nuit, je sais pas trop, mais en tout cas de partir quelques heures après pour retourner chez elle. Bon. Un peu bizarre. Comme argument, pour dire que elle est bien partie du domicile et qu'elle était bien avec lui, il va montrer un SMS qu'il lui a envoyé en se rendant compte qu'elle était partie. Et il va lui envoyer un SMS en disant « Merci pour cette soirée et ce câlin magique, mais tu aurais pu me prévenir que tu partais. Gros bisous. » Voilà. Ce à quoi elle répondra apparemment 1 minute après « Merci. Toi aussi. » Ça revient un peu à un ok, mais voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais les enquêteurs vont quand même se dire que c'est un peu bizarre de passer une soirée avec des amis, de rejoindre la personne qu'on fréquente, de faire ce qu'on a à faire, de s'endormir, puis de fuir en plein milieu de la nuit. Sachant que elle se cachait de rien, et lui aussi, je veux dire, les deux étaient célibataires au départ, donc c'était pas une relation extra-conjugale ou quoi que ce soit. Donc eux, dès le départ, ils vont se dire Philippe, il est bizarre. Genre son histoire, elle tient pas la route. Alors lui, quand il va parler de sa relation avec Anaïs, il va dire que ça se passe très bien, qu'ils sont très amoureux, pas d'ombre au tableau. Par contre, quand on écoute les proches d'Anaïs, c'est pas du tout la même chose. Les proches d'Anaïs, que ce soit sa meilleure amie ou même ses parents, vont dire que c'est une relation très conflictuelle, que depuis qu'ils sont ensemble, donc les 1 an et quelques, il y a eu environ une dizaine de séparations pour se remettre ensemble, que c'est un coup je t'aime, un coup je ne t'aime plus. C'est pas stable. Ils vont même dire que Philippe c'est quelqu'un de volcanique, de violent. Et on va avoir un témoin de son comportement. C'est un monsieur qui s'appelle Nicolas Auch, qui est un ancien employé de Philippe et donc un ancien collègue d'Anaïs, qui va dire avoir assisté un jour à une dispute très violente à laquelle Philippe et Anaïs se seraient disputés fortement. Philippe aurait pris Anaïs et l'aurait jetée, littéralement jetée. Pour la petite information, Philippe c'est un homme quand même très grand, très costaud, pas en chair mais très musclé, avec beaucoup de force, vraiment un homme, une force de la nature un peu. Et vous avez Anaïs 1m65 comme ça, ok. Donc concrètement il la prend, il la jette, elle part à l'autre bout du pays. Il l'aurait jetée, et donc elle se serait retrouvée à terre en train de pleurer, du coup, parce qu'elle a dû avoir mal et puis elle se disputait avec lui. Et comme si ça ne suffisait pas, il avait un seau rempli d'eau à porter. Il lui a renversé le seau d'eau sur elle. Et pour être sûr de bien la finir, psychologiquement, hein, et puis voilà, il lui a jeté le seau à la tête. Voilà. Devant un employé, je le rappelle, celui qui raconte ça, c'est un employé de Philippe. C'est-à-dire, il avait même pas de gêne de faire ça devant les employés, du coup. Bon, tu te dis, c'est quand même pas terrible. On passe de quelqu'un qui dit que c'est une relation très amoureuse, très passionnelle, très fusionnelle, à un mec qui lance un seau d'eau. Bon, c'est... Donc les proches de Anaïs vont finalement dire qu'ils avaient plus la sensation que c'était une femme qui était battue par Philippe.
Et donc le jour où cette altercation est arrivée, elle s'est réfugiée chez sa meilleure amie, Madison, qui témoignera en disant que elle a vu les coups qu'il y avait sur son corps, qu'elle avait des hématomes de partout, et qu'elle a récupéré sa meilleure amie dans un état pas possible, qu'elle est restée quelques jours chez elle le temps de prendre un peu le recul, et puis bah, visiblement elle a continué sa relation quand même avec lui. Donc bah en apprenant ça, déjà que c'était un peu lui qui commençait à être dans le viseur des enquêteurs, on se dit bon, est-ce que c'est pas lui finalement qui peut-être aurait eu la violence de trop et aurait pas mesuré ses gestes et peut-être qu'il l'a tué sans le vouloir ou en le voulant et qu'il s'en est débarrassé, tout simplement. Et là, nouvelle information par Madison qui explique qu'en fait Anaïs fréquentait un nouveau garçon qui s'appelle Cyril. Et en fait, elle aurait raconté à sa meilleure amie que c'était une vraie connexion entre les deux. Ils étaient comme des aimants, vraiment une relation passionnelle, comme elle n'en avait jamais eu avant. Et Madison dira justement qu'elle n'a jamais vu Anaïs parler comme ça d'un homme et qu'elle avait des étoiles plein les yeux, qu'elle a rencontré ce Cyril et que c'était pareil. Et donc, Madison va montrer un SMS qu'elle a reçu du coup 4 jours après 4 jours avant la disparition d'Anaïs, donc c'était du coup le 12 avril, donc de sa meilleure amie, qui lui explique que voilà, avec Cyril c'est vraiment du sérieux, c'est vraiment du concret, et que du coup elle ne retournera pas avec Philippe, c'est terminé. Donc là vous allez me dire, si elle n'est plus avec Philippe, donc qu'elle fréquente un nouveau garçon, d'accord? Donc elle n'est plus avec Philippe. Pourquoi, le 16 avril, après leur soirée avec leurs amis en commun, elle serait partie chez lui pour soi-disant passer une nuit d'amour et repartir? Donc bah là ça tient plus la route. Encore moins. Déjà ça tenait pas la route son alibi, mais ça tient encore moins la route. Donc les enquêteurs désignent Philippe comme suspect numéro 1. Donc actuellement on n'a pas 50 000 suspects de toute façon. Hein. Il y a Philippe, mauvaise rencontre, donc quelqu'un de lambda, ou éventuellement peut-être, oui, ces filles qui n'avaient pas adhéré à la relation. Peut-être, éventuellement. Le 31 avril 2013, les gendarmes décident de perquisitionner du coup l'exploitation agricole et le domicile de Philippe pour essayer de trouver des indices, puisque concrètement là ils ont rien. À part une voiture vide, calcinée, ils ont rien. Donc ils vont tout retourner devant les employés, hein, toujours de Philippe, etc., qui eux vont regarder ça un petit peu étonnés, en mode qu'est-ce qui se passe. Et là en fait ça va encore plus faire tilt chez les enquêteurs, c'est que Philippe, lui il travaille, en soi il continue sa vie, entre guillemets. Donc déjà il a pas l'air spécialement affecté par la disparition de celle qui soi-disant il aime, avec qui il a un amour passionné, etc. Et donc lui en gros il fait ses trucs dans son tracteur et il va dire aux enquêteurs, limite en rigolant, vous ne la trouverez pas ici, si vous devez chercher vous vous trompez d'endroit. Très bizarre quand même de dire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très bizarre. Je veux dire à la limite, t'es quand même suspect. Donc on te suspecte d'avoir kidnappé, tué ou enlevé quelqu'un. J'ai envie de dire fais-toi discret. Et au final là ce qu'il fait c'est qu'il se moque des enquêteurs et de l'enquête en soi. Du coup je vais pas vous mentir, ça fait que augmenter les intuitions des enquêteurs en soi. Donc des fouilles vont être réalisées. Un hélicoptère va passer, va essayer de ratisser la zone, etc. Vous savez, avec les appareils pour détecter les sources de chaleur, etc. Il n'y aura rien du tout. Voilà, très clairement, il n'y aura rien du tout. 2 mois après sa disparition, les enquêteurs vont pas lâcher, ils vont quand même continuer parce qu'ils savent qu'ils ont plus ou moins le coupable devant les... Enfin, en tout cas, pour eux, ils ont le coupable juste devant leurs yeux. Mais ils n'ont pas de quoi l'inculper, en fait, tout simplement. La famille, elle va continuer de son côté aussi, à placarder des affiches de disparition, à faire des fouilles dans les forêts, etc., en espérant trouver ne serait-ce que des indices, même pas forcément Anaïs, hein, mais des indices, mais pareil, ils vont rien trouver. Et donc là, il va se passer 2 ans. 2 ans, il se passe rien.
Enfin, rien de plus, en tout cas. Pas plus d'éléments pour l'enquête, pas d'indices retrouvés, pas de corps, rien du tout. Et là, en fait, il va y avoir l'enquête qui va être plus ou moins relancée. En 2015, du coup. Nicolas, donc l'ancien employé qui avait justement raconté la dispute à laquelle il avait assisté, va se faire contacter par un journaliste qui veut en fait faire une interview avec lui, plus ou moins, de ce que j'ai compris. Et en fait, le journaliste va lui donner un élément de l'enquête que Nicolas ne connaissait pas. Et en fait, le journaliste va lui dire est-ce que vous saviez, est-ce que vous avez l'information que Philippe Gillet, la veille de la disparition d'Anaïs, il a acheté 2 sacs de chaux. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la chaux, alors à la base, c'est pas utilisé pour ça, mais c'est beaucoup utilisé pour ça. C'est une espèce de matière, en fait, que tu peux mettre sur un corps enterré, qui va en fait dissoudre les restes humains et aussi camoufler l'odeur, si je ne dis pas de bêtises. Et là, en fait, Nicolas, ça fait le tilt. Mais il sait pas si c'est vrai. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous savez, les journalistes, quand il y a des affaires comme ça, c'est triste à dire, hein, mais c'est des charognards, en fait. Donc il sait pas si cette information, elle est vraie. Donc, il appelle la gendarmerie. Il leur dit, voilà, le journaliste m'a dit que... Est-ce que c'est vrai? Les gendarmes leur disent, bah oui. Bon, les gendarmes sont un peu dégoûtés parce que c'est des informations qui sont pas censées fuiter, mais bon, soit. Et ils confirment cette information. Et là, Nicolas leur dit... Mais... c'est très bizarre, parce que... En fait... Philippe n'utilisait pas de chaux pour son exploitation. Jamais. Il a dit, en tout cas, depuis que j'y travaillais, je ne l'ai jamais vu en acheter ni en utiliser. Et deuxièmement, même si du jour au lendemain, il se décidait à l'utiliser, 2 sacs pour une exploitation agricole entière, il y a un gros problème au niveau des calculs. Et donc là, lui, il va dire aux gendarmes que, au vu de cette information, au vu du personnage, il dit que pour lui, c'est possible qu'il ait tué Anaïs. Et là, rebondissement. On va se rendre compte que Anaïs n'est pas la première disparue dans la vie de Philippe. Tiens donc. Très bizarre. 1 an avant la disparition d'Anaïs, Céline Gillet va décéder. Donc Céline Gillet, c'est une femme qu'il va rencontrer. Ils vont se marier assez rapidement, de ce que j'ai compris, en août 1997. Ils vont avoir 2 enfants, donc les 2 filles que Philippe a, qui s'appellent du coup Victoria et Irina. Céline est vraiment très très amoureuse de Philippe, donc elle va venir travailler avec lui à la ferme, quand ils vont se marier, etc. Ça va être très compliqué au début. Ses filles vont le dire, hein, que ça a été compliqué de s'adapter à cette vie. Voilà, une vie en tant qu'agriculteur, c'est quand même pas facile. Mais qu'elle va pas lâcher. Et là, pareil, il va y avoir deux ambiances. Il y a des personnes qui vont dire que leur couple était vraiment un couple très unique, qu'on voyait jamais se disputer, vraiment qui était en cohésion et qui s'aimait. Et plus tard, on va avoir d'autres versions. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le 3 janvier 2012, vers 8h30, Céline, elle doit rentrer les vaches, si j'ai bien compris, dans l'étape pour qu'elle soit traire, je sais pas comment on dit. Et en fait, alors j'ai pas bien compris cette histoire parce que c'est pas bien clair, mais en gros, elle aurait glissé et se serait retrouvée finalement sous une vache qui aurait glissé, enfin, je sais pas trop si elle aurait glissé, mais en tout cas, elle s'est retrouvée sous une vache, sous le poids d'une vache, d'accord? Et ça pèse très très lourd. Philippe va s'en rendre compte. Donc il va ouvrir l'étable pour que la vache puisse s'en aller et libérer sa femme qui est en dessous. Il va se rendre compte qu'elle ne réagit plus. Donc il va appeler les secours et il va essayer plus ou moins de faire les premiers gestes de secours. Mais malheureusement, elle décédera quelques heures plus tard. Et donc ce décès sera classé comme accidentel. Mais 3 ans plus tard, avec la disparition d'Anaïs, on se dit ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et là, en fait, les gendarmes vont se rendre compte, comme beaucoup d'enquêtes, qu'ils ont fait une grosse bêtise. Et qu'ils ont oublié... en tout cas, qu'ils sont passés à côté d'un indice crucial. Et ils vont revenir, en fait, sur ce fameux SMS que Philippe a envoyé.
qui a bien été envoyé. Ça, pour le coup, c'est pas le problème. Le message, il a été envoyé à 4h31 de la nuit ou du matin, je sais pas comme vous. Mais le problème, c'est que le SMS a été envoyé sur le portable de Céline, sa femme décédée. En fait, Philippe a gardé le portable de Céline, qui apparemment servait plus ou moins pour les appels de la ferme, etc. C'était un peu devenu, de ce que j'ai compris, le téléphone fixe, d'une certaine manière. Et en fait, dans ce téléphone, au lieu qu'il y ait la puce de Céline, s'est retrouvée, par inadvertance, la puce du téléphone d'Anaïs. Et ça, en fait, les enquêteurs peuvent le différencier. Alors moi, je ne savais pas, mais ils peuvent différencier, du coup, si le SMS... Enfin, on va dire la puce du téléphone. Et donc là, ils vont se rendre compte que bah, ça tient pas la route. Donc, ils vont se rendre compte aussi que le fameux « merci à toi aussi » répondu par Anaïs apparemment, a été envoyé du téléphone de Céline. Donc premièrement, ça tient pas la route. Pourquoi? Parce que du coup, la réponse d'Anaïs qui soi-disant était partie, bah ça ne tient pas parce que le téléphone, quand il a envoyé le merci toi aussi, borné toujours dans la ferme. Donc ça veut dire qu'elle était encore là. Alors qu'elle soi-disant elle devait être partie. Et en fait, pourquoi mettre la puce du téléphone dans... Enfin, vous voyez bien que ça a l'air quand même compliqué cette histoire. Pourquoi mettre la puce d'Anaïs dans le téléphone de Céline? Enfin, il y a un truc qui tient pas la route. Et ça, ils s'en étaient pas rendu compte au début. Enfin, en tout cas, ils s'étaient pas penchés sur le sujet. Et donc là, forcément, les enquêteurs, comme vous et moi, vont se dire, bah, c'est lui qui s'est fait l'échange de SMS pour créer un alibi et se dédouaner et dire, bah écoutez, voilà, moi, elle m'a répondu, puis ça s'est arrêté là. Et les enquêteurs vont expliquer cette obligation de fonctionner comme ça parce que pour faire cet échange de SMS, ils pouvaient pas le faire avec le téléphone d'Anaïs pour une bonne raison, c'est que le téléphone d'Anaïs n'avait plus de batterie. Et donc c'est pour ça qu'il aurait pris la puce du téléphone pour la mettre dans celui de Céline, sa femme décédée, pour pouvoir quand même faire l'échange de messages. Donc le 31 mars 2015, il est placé en garde à vue. Enfin. Et donc là, il va expliquer, pour se justifier suite à ça, que en fait Anaïs, n'ayant plus de batterie, il fallait qu'elle envoie des messages, et donc elle a mis sa puce de son téléphone dans le téléphone de sa femme décédée. Mais le problème, c'est qu'hormis ce détail-là, les enquêteurs ont fait des tests ADN sur le téléphone et les puces, et il n'y a nulle part l'ADN d'Anaïs, il n'y a que celui de Philippe. Donc si c'était vraiment Anaïs qui avait fait ce changement, il y aurait forcément ses empreintes. Vous êtes d'accord avec moi? Là, il n'y a que Philippe. Donc comment c'est possible? Donc encore une fois, ça ne tient pas. Et puis, hormis le fait que, admettons, Anaïs lui dit, est-ce que tu peux me faire le changement de puce, patati patata, parce que j'ai plus de batterie et tout. Normalement, à l'heure, enfin plus ou moins au moment où ça a été fait, cet échange de SMS, etc., à la base, il devait dormir, Philippe. Donc ça veut dire qu'il aurait fait l'échange pendant qu'il dormait, des cartes SIM. Pareil, ça tient pas. Mais malgré tout, il va nier. Il va dire que, encore une fois, il était avec elle, ils ont couché ensemble, ils se sont endormis, il s'est réveillé, elle n'était plus là. Point barre. Il va tenir cette version pendant les 47 heures de garde à vue. Ils vont le garder 47 heures en se disant que peut-être le bonhomme il va craquer, mais il a un mental d'acier. Et en plus, bah, ils vont dire que concrètement, il avait pas l'air si stressé que ça. En fait, il était quand même très serein. Il avait un comportement de quelqu'un d'un peu nonchalant finalement. J'ai rien fait, c'est pas moi, voilà. Donc bah malheureusement, les gendarmes n'ont ni aveu, ni preuve, ni cadavre. Bah ils sont obligés de le relâcher. Pas le choix. Et donc en 2016, un nouveau juge va reprendre le dossier. Ça change de juge, ça peut arriver, et donc il va reprendre le dossier. Et pour lui, pareil, Philippe est loin d'être aussi innocent qu'il veut le faire paraître. Et donc, le juge, avant de rester sur le dossier d'Anaïs et de retravailler sur le dossier d'Anaïs, il va se repencher sur le dossier de sa femme décédée, par accident. Et donc lui, il croit pas du tout à cette histoire de la femme qui glisse sur... Enfin, la vache qui glisse sur sa femme, qui du coup la tue, etc. Ça lui paraît vraiment gros. Ça tient pas la route. Et ce qui lui paraît encore plus bizarre à ce juge, c'est que 4 jours après,
Philippe a fait incinérer sa femme. Ce qui est quand même relativement rapide. Je veux dire, ta femme vient de décéder de manière assez imprévue, quoi. C'est un accident de vie, entre guillemets. Et le premier truc auquel tu penses, c'est de vite la faire incinérer. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça un peu bizarre. Et donc, le juge va penser que c'était pas un accident de une, et que de deux, s'il l'a fait incinérer aussi vite après son décès, c'est pour potentiellement cacher des preuves ou des indices qui pourraient mettre à mal sa version de l'accident. Et donc, le juge va demander une expertise du dossier de Céline. Et donc, il y a un médecin légiste qui va se pencher sur les constatations qui ont été faites. Et là, il va dire que c'est pas possible. L'histoire de la vache qui tombe sur Céline, ça tient pas la route. Pourquoi? Parce qu'au vu du poids de la vache, ça aurait dû faire exploser en fait le foie ou la rate de Céline. Et que pour le coup, aucun de ses organes ont été touchés. Et que la seule constatation qui avait été faite à ce moment-là sur le corps de Céline, c'est qu'elle avait le visage rempli de coups. Alors, à moins que la vache, en tombant, elle se soit amusée à piétiner que le visage, parce que du coup, tout le reste du corps, ça allait, que le visage de Céline, bah c'est très bizarre aussi. Donc, au vu du portrait de ce personnage, le juge pense qu'il l'a juste, littéralement, tabassé à mort. Et que l'histoire de la vache, c'était pour cacher un petit peu l'histoire. Visiblement, il a quand même eu de la chance parce que les personnes qui sont venues constater n'ont pas fait trop de recherches et trop approfondi un peu cette histoire d'accident. Il n'y a pas eu d'enquête non plus. J'ai l'impression que la thèse de l'accident, à ce moment-là, ça a arrangé un peu tout le monde. Personne n'avait envie de se prendre la tête. Personne s'est dit que c'était un peu bizarre et que ça arrivait quasiment jamais. Je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il est mort parce qu'une vache l'a écrasé. Enfin, j'ai jamais entendu d'histoire pareille. Donc je pense que ça les a un peu arrangés sur le moment. Que ce soit autant lui que ceux qui sont venus récupérer le corps et qui ont fait la constatation du décès, en fait, tout simplement. Et là, en fait, après avoir un petit peu fait le tour de l'entourage de Céline, les gendarmes vont apprendre que Céline était au courant que son mari, Philippe, avait une liaison avec Anaïs. Donc ça veut dire que cette histoire d'amour ne date pas d'il y a 1 an, mais de bien avant. Et que forcément, comme réaction normale d'une femme, en ayant découvert ça, elle avait décidé plus ou moins de prononcer le divorce pour se séparer de Philippe. Et là, on se rend compte que ça posait problème. Pourquoi? Parce que forcément Philippe, il a repris, enfin, il avait la ferme et sa femme est venue travailler avec lui. Et donc elle avait 20% de la ferme. Et que forcément s'il divorçait et qu'il voulait garder la ferme, il aurait été obligé de lui racheter ses 20%. Et donc ça correspondait quand même à une somme importante que potentiellement il n'avait pas, ou en tout cas pas envie de verser à sa future ex-femme. Donc le juge va décider de mettre en examen Philippe pour violence ayant entraîné la mort concernant son ex-femme, enfin sa femme décédée, et assassinat pour Anaïs, malgré le fait qu'on n'ait pas de corps. Et là, Victoria, donc sa fille aînée, va intervenir en disant que ce n'est pas possible, que son père est innocent pour les 2 crimes. Elle va expliquer que concernant sa mère déjà, elle dit que même à l'heure d'aujourd'hui, quand ils évoquent le sujet, quand elle parle de sa maman, lui il est encore très bouleversé, il n'arrive pas à se contenir de pleurer, etc. Donc elle ne voit pas comment il aurait pu lui faire du mal. Et que concernant Anaïs, c'est pareil. Pourquoi il lui aurait fait du mal alors qu'il est amoureux d'elle? Donc elle n'a pas du tout le même discours. Et elle a une vision de son père qui est totalement différente de la réalité. En tout cas, elle va expliquer que son père n'est pas violent, qu'il n'a jamais levé la main sur elle, qu'elle ne l'a jamais vu être violent. Donc c'est peut-être possible, hein. Mais pour le coup, je pense que cet homme-là, il avait une facette avec ses enfants qu'il n'avait pas avec les autres personnes. Et donc je pense qu'elle se voilait un petit peu la face en disant que son père n'était pas quelqu'un d'agressif, ni de violent, ni d'impulsif. Voilà, ça reste son père, donc je pense qu'elle essayait plus ou moins de le défendre comme elle pouvait. Et t'as pas envie de te dire que ton père c'est un tueur, hein. Ceci dit, t'as pas envie de te dire que ton père a tué et ta mère, sa femme, et sa nouvelle compagne. Ça, forcément, t'as pas envie.
Donc le 25 mars 2019, au tribunal s'ouvre le procès où Philippe est renommé par la presse le taureau des Ardennes. Moi je trouve ça plutôt stylé comme nom, mais je sais pas trop pourquoi le taureau, mais bon, soit. Et les journalistes vont expliquer que c'est une ambiance très pesante, très tendue, parce que finalement il y a la famille d'Anaïs qui est persuadée de la culpabilité de Philippe, contre la famille de Philippe qui, elle, assure qu'il est innocent et qu'il n'est pas responsable de la disparition d'Anaïs. Et de ce que j'ai compris, mais ça c'est un peu vague, ce serait Victoria, sa fille aînée, qui aurait géré sa défense. Alors je sais pas si elle était avocate ou si elle travaillait main à main avec l'avocat de Philippe, mais en tout cas c'est elle qui a assuré sa défense. Lui, quand il va rentrer dans le box des accusés, il va absolument pas changer sa version des faits. Pour lui, c'est toujours la même chose, il tient toujours le même discours depuis le début. Il n'a rien changé, il n'a rien modifié, c'est toujours la même chose. Et le problème, c'est que l'accusation qu'il y a contre lui, elle repose que sur des expertises de dossiers un peu... Des dossiers qui sont un peu branlants, qui tiennent pas trop la route, mais il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'indices, il n'y a pas de témoins. En fait, il n'y a rien. Donc c'est très compliqué. Et au 5e jour du procès, en fait, il y a des experts psychiatres qui vont dire que Philippe, je cite, a un besoin de se faire respecter, a un besoin de toute puissance, il a une personnalité qui ne supporte pas d'être quitté ou abandonné. Sa fille démentira ça, dira que de toute façon ce sont des personnes qui ne connaissent pas son père, que le portrait qu'ils essayent de faire de lui c'est ce qui arrange le plus, que c'est un peu le coupable idéal et qu'il n'est pas du tout comme ça. Bon, on y croit ou on n'y croit pas, ça reste son père, on peut comprendre qu'elle a envie de le défendre, même si dans cette situation je pense que c'est un peu compliqué. Et donc le 3 avril 2019, après 6 heures de délibération, Philippe va être acquitté pour le meurtre de Céline. Donc la mort de Céline va rester en accidentel. Mais par contre, il va être condamné pour le meurtre d'Anaïs. Et là, il va être condamné à 22 ans de prison. Donc là, la famille est plutôt soulagée. Parce qu'ils disent que non seulement ils ont le meurtrier de leur fille, et il a une peine de prison. Malgré le fait qu'il ne dira toujours rien, donc on ne sait pas, la famille n'a pas le corps en fait d'Anaïs. On ne sait pas où elle est. Donc peut-être qu'elle sera retrouvée un jour, mais en tout cas lui, vu qu'il continue de nier, ils savent pas en fait. Ils savent pas où elle est, ni même ce qui lui est arrivé réellement. Et là, petit rebondissement pas cool, c'est que le lendemain de ce verdict, la cour va invalider le verdict pour vice de procédure. Alors, j'ai pas trouvé vraiment l'information. Vice de procédure, c'est que généralement, y a une expertise ou un témoignage où, en gros, il y a quelque chose qui n'a pas été fait dans les règles, qui n'a pas respecté le déroulement logique et légal, et donc, du coup, ça invalide le verdict, voire la preuve en question. Et là, il y en avait très peu, donc je pense que ça a invalidé tout le dossier. Et donc, il va être mis en prison en attendant d'être rejugé, mais en étant présumé innocent. Et il va être rejugé quelques temps plus tard. Et cette fois-ci, au lieu de 22 ans, il va prendre 30. 30 ans de réclusion criminelle, avec une sûreté des 2 tiers de sa peine. C'est quand même pas mal. Et ils vont avoir... En fait, ce qui a augmenté sa peine, c'est que lors du premier verdict, ils n'avaient pas retenu la préméditation. Tandis que pour la deuxième, ils ont retenu la préméditation. Mais par contre, il sera, encore une fois, acquitté pour le meurtre de sa femme qui aurait été écrasée par une vache. C'est la fin de cette histoire.